Bonjour Thomas Delambrou. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Merci à vous. Nous sommes à Paris, au marché de la poésie 2025 et 42e édition. Est-ce que tu peux nous te présenter un petit peu qui est Thomas Delambrou? Alors, je suis poète et revuiste. J'anime la revue Olga, qui est une revue qui s'appelle Olga parce que c'est le nom de mon chien. C'est pas plus arbitraire après tout que Dada, puisqu'on raconte que Dada avait trouvé leur nom, ils avaient trouvé en feuilletant au hasard un dictionnaire. Donc moi, Olga s'appelle Olga parce que c'est le nom de mon chien. C'est aussi une façon de situer la revue, qui par ailleurs se situerait aussi dans un héritage qui est celui de Dox ou de Tapin, de Julien d'Abrigeon ou de Boxon. Olga, c'est une revue qui est moitié texte, moitié image, moitié son, moitié texte, moitié image, parce que j'ai fondé ça avec quelqu'un qui s'appelle Jeff Nimp. Alors c'est un hétéronyme, sans doute, et avec lui on a pris le parti de faire s'alterner de façon aussi systématique que possible des poèmes textes et des poèmes images. Poème image, alors on parle de poésie visuelle, poésie concrète, écriture acémique. Moi je dis poème image parce que c'est plus commode et plus évident. Et par là, il s'agit soit de poètes qui tirent le texte vers l'image, soit d'artistes dont le travail m'intéresse et qui tirent eux l'image vers le texte. Et j'ai dit moitié texte, moitié image, moitié son parce que dans Olga, j'invite beaucoup de gens qui viennent de la scène sonore de la poésie, c'est-à-dire des gens qui performent leurs textes autant qu'ils les écrivent. Et c'est la raison pour laquelle dans Olga, on aura toujours deux sommaires, avec un sommaire poème, texte, poème, image, et un sommaire son, auquel on accède via un QR code. C'est une playlist en ligne. Ça va de la simple lecture à l'expérimentation musicale la plus étonnante, la plus ardue. Et on peut la trouver sans passer par la revue, directement sur SoundCloud ou sur YouTube. Et c'est une revue que j'ai sous-titrée Poésie, non-poésie. Alors poésie, non-poésie, pourquoi ? Pour plusieurs raisons, mais c'était une façon d'abord de dire que dans Olga, on allait s'intéresser aux écritures expérimentales et aux écritures qui expérimentent les frontières de la poésie, soit qu'elles sortent de la poésie, soit qu'elles y rentrent, et en tout cas qu'échappent à une certaine poésie décorative, réaliste, lyrique, bourgeoise, scolaire. Voilà. Et c'est pour ça qu'à chaque numéro, on explore une des frontières, ce que j'estime être une des frontières possibles de la poésie. Alors on a commencé par un numéro qui s'intitulait « Comprendre ». J'avais demandé aux auteurs, voilà, on va essayer de comprendre pour régler la question. Et comme on avait réussi, on a continué. Ça c'est une façon de présenter, mais l'autre façon serait de dire qu'on a exploré la frontière entre sens et non-sens. Et reposer la question du non-sens, puisqu'on reproche à la poésie souvent d'être inintelligible, inaccessible, incompréhensible, etc., de ne pas avoir de sens. Deuxième numéro, c'est un numéro plus personnel pour moi, c'est la question des non-humains qui a plus de rapport avec mon propre travail d'écriture, qui, pour faire vite, se situe dans l'héritage de Ponge et de Tarkos, parce que je trouve qu'il y a une vraie il y a un vrai rapport entre les deux. Chacun fonctionne par objet et explore l'objet. Simplement, Ponge, Tarkos, c'est Tarkos plus Dada, plus plein d'autres choses. Et donc ce deuxième numéro, c'est la frontière des non-humains. Humain, non-humain. Alors, et le dernier numéro, c'est poésie et récit, parce que j'avais envie d'inviter plein de gens qui explorent cette frontière, dont j'aime l'écriture, comme Adrien Lafille, Antoine Bout, Laura Vasquez, Marc Perrin, il y en a plein d'autres. J'avais envie de les inviter, mais j'avais pas d'idée très intelligente sur poésie et récit. Par contre, j'aime bien l'Odyssée, et donc je me suis dit qu'on allait redémarrer, rebooter, c'est le mot que j'ai employé, redémarrer, rebooter l'Odyssée, la réécrire, donc chacun un chant, je leur ai confié un chant, et ils pouvaient le réécrire comme bon leur semblait, à condition de me donner une petite citation qui indiquerait le point de départ de leur travail de réécriture. Voilà. Alors au départ, il devait y avoir 24 auteurs, puisqu'il y a 24 chants, mais comme dans Olga, on est moitié texte, moitié image, ça ne faisait pas vraiment doublon qu'il y ait plus d'auteurs que de chants. Donc certains ont traité, il y a parfois 3 auteurs qui ont traité le chant, un même chant simplement, il s'agit de propositions ou textuelles, ou visuelles, ou sonores.
Et au final, il y en a même qui m'ont envoyé plusieurs propositions qui me plaisaient sur plusieurs chants que j'ai aussi acceptés. Donc voilà, pour 24 chants, on a 37 contributions. Et voilà ce que je peux vous dire pour Olga pour maintenant. Et je peux peut-être vous parler du prochain numéro. Le prochain numéro abordera la question de poésie et politique. S'intitulera Le livre de Steve Jobs, où Steve sera entre parenthèses, donc ce sera aussi le livre de Job. Donc on essaiera de dire de quelque chose des très riches, Steve Jobs, des pauvres, Job, qui emblématise dans la Bible la pauvreté, et les good jobs, les good jobs, je dis les good jobs parce qu'en fait c'est en référence à notre cher président Emmanuel Macron, qui a déclaré qu'il fallait davantage de good jobs en France, donc on s'est dit qu'on allait s'atteler à la tâche. Donc voilà, les très riches, les très pauvres et le travail. Et j'ai ouvert, exceptionnellement pour ce numéro-là, on a fait un appel à texte, parce que je pense que tout le monde avait sûrement quelque chose à dire sur le travail, et pas forcément que des poètes professionnels ou des gens dont l'activité d'écriture est au centre de leur vie. Et donc j'ai élargi un maximum, j'ai pris plus d'auteurs que d'habitude, on va être à plus de 60 auteurs. Et il y a des gens qui ne sont pas forcément poètes, mais c'est ça aussi qui m'intéressait dans ce numéro, à sortir donc au mois d'octobre 2025. Quand et comment tu as commencé à écrire et créer? Alors moi ça fait longtemps que j'écris, mais je suis passé par plusieurs phases. Il y a eu toute une phase de ma vie où j'écrivais sous un autre nom. Et voilà, si j'ai changé de nom, c'est que je ne tiens pas spécialement à en parler. Du coup, Thomas Delamourou, mon écriture actuelle, ça fait 5-6 ans. Je dirais qu'il y a eu plusieurs éléments déclencheurs, en fait, c'est-à-dire que j'ai l'impression de tourner en rond dans une certaine écriture, je vais dire chiante, pas vivante, moribonde. Et bien tardivement, je dois l'avouer, j'ai eu les révélations coup sur coup de Charles Penquin, Christophe Tarkos, Nathalie Quintane et d'autres. Et là, je me suis dit, ah oui, si ça peut être de la poésie, alors ça, moi, j'ai envie d'en faire. Et ça m'a remis en selle, et du coup, je me suis relancé. J'ai commencé à envoyer des revues, j'ai rencontré des gens. Et très rapidement, avec Jeff Knapp, on a eu cette envie de monter cette revue au croisement de la poésie, donc texte, et de la poésie image, sachant qu'il y a peu de gens qui mettent de l'argent dans la poésie texte, mais dans la poésie qui ne se lit pas mais qui se regarde, il y en a encore moins. Donc là, ce qui était assez génial, c'est qu'on pouvait inviter des gens du monde entier, puisque la poésie visuelle est très développée hors de France évidemment, les inviter et du jour au lendemain avoir une réponse qui venait de Chine, d'Argentine, etc. Et en plus, avec un certain tarif de la Poste qui va être supprimé par notre gouvernement, enfin, qui n'existera plus. Mais jusqu'à présent, on pouvait envoyer à l'étranger pour très peu d'argent. Il y avait un tarif spécial, livret brochure, qui permettait ça coûtait moins cher à la revue d'envoyer leur revue à des auteurs en Amérique du Sud que dans la banlieue parisienne. Et ça, c'était pas mal, c'était plutôt agréable comme chose. Mais ça va disparaître, donc il faudra qu'on trouve un autre système. Et voilà, et après moi, il se trouve que en rencontrant des gens, je me suis créé une petite famille dans laquelle je me reconnais, et ce sont des gens dont j'aime l'écriture et que j'aime aussi. Une des maisons d'édition avec lesquelles Olga est très proche, c'est les éditions Niafer de Anaël Castelin, abréviation NINAF. On est sur la même travail d'écriture aux marges. Avec cette maison d'édition, donc c'est avant tout une aventure d'amitié et d'affinité d'écriture évidemment. Et donc avec les éditions NINAF, on a fait plusieurs événements ensemble, notamment un Olganaf, puisque une chose que j'ai pas dite, oui, c'est que comme Olga a une dimension sonore, on fait énormément d'événements, de lectures, de performances. On sort du livre, tout ce qui sort du livre nous intéresse. Et que ce soit juste du son, mais aussi donc de la performance. Évidemment, la dimension visuelle a un lien avec les arts plastiques. Donc, poésie non poésie, c'était aussi cette idée-là de quelque chose qui est à la frontière entre poésie et art plastique ou musique, puisqu'on a des auteurs qui sont aussi des musiciens ou qui se produisent avec des musiciens. Et donc, on a fait toutes sortes d'événements. On a fait un Olganaf avec les éditions Niafer d'Anaël Castelin, chez qui donc je viens de sortir un livre.
Et sinon, on s'est associé avec un collectif qui s'appelle Cargo de Maxime Viande. Et on a fait un événement qui s'appelle Poésie on arrive. C'était au mois de mai dernier, donc en 2024. Et là, il y avait plein de jeunes artistes. C'est moitié des artistes, moitié des poètes. C'était dans un lieu qui s'appelle le Dox à Paris, qui est un ancien lycée qui est plus ou moins squatté, mais avec l'accord de la mairie. Et on a accueilli les gens Poésie en arrive, ça s'appelait. On a accueilli les gens à 18h30 et on les a laissés partir avec un concert à 23h30. Voilà, et c'était un événement très 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 joyeux. Est-ce que c'est enregistré? C'est enregistré, vous pouvez tomber sur YouTube. Alors ça dure 2h30, il faut avoir un peu de temps, quoi. Et on a oublié en fait la date d'Olga. C'est créé quand? À quelle date? Olga a été créée il y a 2 ans, donc au mois de juin 2023. Voilà, premier lancement d'Olga dans la librairie EXC, qui a malheureusement disparu aujourd'hui, mais elle va renaître de ses cendres, et qui est une librairie qui était juste en face de la Maison de la Poésie à Paris, et qui était un lieu un peu magique parce qu'il n'y avait que de la poésie, il y avait toute la poésie, et ils étaient ouverts à toutes les propositions. Et bon, là, ils ont été déposés le bilan, mais ça va renaître sous d'autres formes. Voilà. Comment tu construis, crées, design, écris ta poésie, ta création? Est-ce que tu as une approche poétique? Alors moi, je travaille par objet. Donc, comme j'ai dit, je suis un peu dans une sorte d'héritage de Ponge qui aurait croisé les Monty Python et qui aurait lu Christophe Sarkos. Et donc, je pars d'un objet et j'écris tous les jours autour. Je travaille par fragments que j'essaye de tisser les uns avec les autres. Généralement, je vous présente ça comme une sorte d'enquête qui vise à former une intelligence de cet objet, qui peuvent être des objets qui ont un statut, des objets nobles, mais qui sont, en tout cas dans le livre que je viens de sortir, plutôt des objets bas, puisque c'est un livre qui s'intitule œuf, poil, orteil, et qui tente de former une intelligence de l'œuf, des poils et des orteils. Alors les orteils, je dois tout de suite préciser qu'il s'agit bien de l'orteil O-R-T-E-I-2-L-E-S, et non pas de l'orteil O-R-T-E-I-L-S. Alors il y a plusieurs problèmes qui se posent avec l'orteil T-E-I-2-L-E-S. Et évidemment, le poème ne les résout pas, mais ne fait que les aggraver. Mais le premier problème, c'est de savoir si on doit dire un orteil comme un orteil, ou bien une orteil comme une oreille, par exemple. Voilà. Donc moi, j'ai pris le parti, dans ce poème long, de dire une orteil, et ça ne résout en aucun cas la question. Et en tout cas, ça n'altère pas cette dimension essentielle de l'orteil, qui est d'être un organe hermaphrodite. Et là, j'en dirai pas plus, il faut aller lire le livre pour voir comment ça fonctionne. En tout cas, pour en revenir à ta question, donc je fonctionne par objet. Ce sont des enquêtes qui tissent des savoirs trouvés, alors des savoirs plus ou moins scientifiques, glanés dans les livres, sur Internet, partout, et mis au même niveau que des écritures inventées, des propositions poétiques. Et ce sont des micro-fragments, des fragments que je vais tisser entre eux pour former comme ça ce tissu intelligent. Et les poètes, les auteurs, les gens qui t'ont inspiré, influencé ou qui ont laissé une trace dans ta création poétique et artistique? Il y en a plein, comme je disais, mon point de départ c'est quand même Francis Ponge. La grande révélation ensuite est venue à la lecture de Tarkos et Penquin, et aussi Nathalie Quintane, par exemple Chaussures, je trouve que c'est vraiment un bouquin génial. Oui, je crois que je peux dire ça, et après il y aurait quoi, des auteurs plus anciens. Bon, pour les auteurs contemporains, c'est ça. Et ça, après, comme tout le monde, j'ai lu les auteurs du 19e siècle, j'ai aimé Mallarmé, Baudelaire, Rimbaud. Et qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone? Francophone. Alors là, je suis pas bien Autant mal. que tu suis, ça peut être français. La poésie française aujourd'hui? Oui. Alors, la poésie française aujourd'hui, elle est encore dominée par des gens qui ont de l'argent et qui écrivent de la poésie lyrico-réaliste, ennuyeuse.
et les propositions expérimentales, formalistes, un peu audacieuses, sont toujours à la marge. Ça c'est évident, il suffit de se promener dans le marché de la poésie et de regarder la moyenne d'âge pour se rendre compte de la situation dans laquelle on est. Encore qu'il y a un grand renouveau de la poésie, de la jeunesse. Moi j'ai vécu ça là, ces dernières années, pas que à Paris, mais à Paris c'était vraiment frappant. Quand quand je me suis lancé vraiment pour de bon il y a 5-6 ans, il y avait quelques événements, mais pas tant que ça. Et tout d'un coup, il y a eu une efflorescence de jeunes gens qui avaient de l'appétit pour la poésie, jeunes gens comme moi, je suis plus jeune, hein, mais des gens qui ont autour de 25 ans, entre 20 et 30 ans. Et il y a plein de choses qui se sont créées, des scènes ouvertes, des propositions. Alors des gens qui parfois ne connaissent rien à la poésie et qui réinventent des choses qui existent déjà, mais quand même avec un goût, avec du monde. De l'enthousiasme et voilà, une réelle envie de poésie dans les jeunes gens aujourd'hui. Voilà ce que je peux dire. Et qu'est-ce que tu penses à propos de la traduction et surtout de la traduction poétique? Alors moi, je lis la poésie traduite déjà, même quand c'est en anglais, mais dès que c'est une langue que je connais, je préfère largement, vraiment, je préfère les livres bilingues. Ne serait-ce que pour remonter un peu et retrouver, parce qu'évidemment la traduction c'est mission impossible en poésie. Au mieux c'est une réécriture qui donne une sensation de ce qu'est le poème dans sa langue d'origine, mais lointaine. C'est toujours une proposition nouvelle, une traduction pour moi. Donc autant que possible, personnellement, je choisis toujours des formats bilingues pour pouvoir aller voir dans les langues que je connais comment ça fonctionne vraiment, quoi. Parmi les auteurs de Dolga, il y a plusieurs étrangers, des poètes étrangers. Oui, c'est souvent des poètes visuels, puisqu'on est quand même, il n'y a pas de traduction, c'est que la langue, donc c'est essentiellement des propositions visuelles. Oui, puisque la poésie visuelle s'est beaucoup développée. Il y en a beaucoup, énormément, et très active, beaucoup plus peut-être qu'en France, en Italie, en Amérique du Sud. Je crois qu'en Angleterre aussi c'est assez vivant, aux États-Unis. Voilà. Et donc c'est aussi ce qui est bien dans le gars, c'est d'aller chercher ces gens-là, quoi. Est-ce que la poésie, l'art, est un besoin, une nécessité, première nécessité pour les gens, pour les autres? Pour toi, pour moi, oui, mais quiconque. Sans art, on ne peut pas vivre sans art. Je pense que oui, non, on ne peut pas vivre sans art, non. Que chacun, ça dépend dès qu'il y a joie de vivre, j'ai envie de dire, dès qu'il y a joie, on est dans une expérience qui a à voir avec l'art, et joie ou évidemment, enfin les grandes émotions de la vie ont à voir avec l'art, et chacun d'une façon ou d'une autre, même juste une chanson, enfin il y a des choses qui m'intéressent plus, mais j'aime bien aussi la chanson, et je ne connais pas de personne qui vit sans écouter de musique, sans regarder des films, alors sans lire, ça doit pouvoir se trouver quand même un petit peu, mais qui ont une pratique et une expérience qui leur permet de prendre pleinement conscience de la joie qu'ils ont à vivre et de la tristesse qu'il y a à vivre, quoi. Tu fréquentes le marché de poésie depuis certains temps, je suppose. C'est bien que cet événement existe déjà. Nous sommes là. Voilà. Yes. Et bon, il y a des défauts comme toute proposition, mais bon, c'est bien que ça existe. Ce serait bien que ce soit beaucoup plus ouvert, donc un peu moins cher, voire que ce soit pas payant du tout. Enfin, il devrait y avoir quand même un système, et que ce soit plus ouvert à des propositions plus en marche, quoi. Merci beaucoup, Thomas. Merci. Donc voilà, Olga 1, comprendre. On s'est proposé de comprendre, et comme on avait compris, on a pu passer à la suite. Un peu plus haut, s'il te plaît. Oui. Voilà, donc alternance de proposition texte,
proposition image. Alors qu'il y a une particularité celui-là, c'est que le sommaire, c'est ma nièce de 3 ans qui l'a fait, d'où les chiffres qui ne correspondent à rien, mais pour un numéro qui s'appelle Comprendre, ça tombait plutôt bien. Voilà. Celui-là, c'est donc les non-humains. Un peu plus haut. Toujours la même les non-humains. Il y a quelque chose que j'ai oublié de dire et qui est très important, c'est que la graphiste d'Olga est beaucoup pour le succès de la revue. Elle s'appelle Émilie Luquet, donc c'est elle qui a fait l'image du Comprendre. Celui-là, c'est Jeff Nimp, avec qui j'ai fondé la revue. Et le numéro, je l'aime bien parce qu'il y a vraiment un travail d'édition précis. Une autre chose que je n'ai pas dite, c'est que je voulais que la revue puisse se lire comme un livre, elle fasse livre. Que ce ne soit pas juste une collection de textes qui est vraiment un début, un milieu et une fin. Donc là, il y a carrément une pagination avec 3 approches des non-humains. Donc les semblables, les hybridations, que j'ai accompagné à chaque fois d'un épigraphe. Voilà. Et les ondes. C'est une sorte de progression dans les relations entre humains et non humains, arrivant à cette idée d'une interconnexion, d'un mélange complet. Voilà. Et le dernier numéro, donc l'Odyssée. Alors on lit peut-être Piboyo, mais en fait c'est une translittération en grec du mot anglais reboost, qui veut dire redémarrer. Donc ça, là c'est écrit reboost. L'image est l'œuvre d'un plasticien qui s'appelle Didier Talagrand, qui a bien voulu nous offrir ce cadeau, voilà, et donc on a bien 2 sommaires avec les 24 chants, le Contillet. Et pour les propositions sonores, j'avais demandé que chacun me donne le nom d'un personnage de l'Odyssée. Donc voilà, ça va d'Athéna à Hermès dans leur ordre d'apparition plus ou moins dans l'Odyssée. Et voilà, là c'est le dernier livre le livre que je viens de sortir aux éditions Ni fait ni à faire de Anaël Castelin, qui par ailleurs est poète lui aussi, qui publie aux éditions Vanloo. œuf, poil, orteil, avec une magnifique gravure qui est évidemment d'époque, qui est une tentative pour former une intelligence de l'œuf, des poils, des orteils. Donc c'est un ensemble de 3 textes, à chaque fois une enquête sur ces 3 objets. Et cette enquête, elle tisse, comme je l'expliquais tout à l'heure, des savoirs trouvés et des écritures inventées qu'elle met au même niveau. Tant que j'y suis, je peux au moins vous indiquer ce que j'entends par une tentative d'intelligence. œuf, si je le suppose, œuf, si je le pose, il ne tient pas en l'air. Oh, dessine le son qui sort des lèvres qui font un O d'étonnement. Mais l'œuf n'a qu'approximativement la forme d'un O. Il a la forme d'un O dont le O pointerait vers le 0. Oh! Un œuf pointe. Il est orienté dans l'oviducte. Il est tourné vers le ciel. C'est un projectile. Il semble destiné à voyager dans l'espace. Une pierre passe. La poule se souvient de la pierre. Elle pond un œuf. L'œuf est conçu pour voler. C'est un abri suffisamment fracturable. C'est une pierre fragile. Un œuf est fin, nu, mat, lisse et légèrement rêche. Un œuf est rempli du corps vivant liquide. œuf est transpercé, œuf est net, œuf sans eau fait feu à l'envers, mais il n'y a pas d'eau en feu, c'est la limite. Pluie éphémère, il y a les étoiles et il y a l'eau liquide. Oh! Eau est anémone, méduse a des ocelles, l'origine du monde a la forme de l'eau. Eau,
d'or. Il hante la surface de nombreux sons, il en approfondit l'horizon. Dans un ballon qui gonfle, mou relativement malléable, il y a un son, le son O qui s'enveloppe. Oh, l'œil fait comme un œuf presque rond. L'œil fait comme un œuf presque rond qui durcit sous la paupière. L'œil dure, l'œil grossit, l'œil fait comme une boule sous la paupière. Une boule dure qui dure et qui durcit encore, qui grossit à vue d'œil, qui gonfle la membrane, qui prend son envol. Un œuf vole, deux yeux, l'œuf, l'œil dure comme un œuf, qui grossit tant qu'il finit par tomber, et qui roule, l'œil dure, l'œil tombe, l'œil roule, et une main coupée toujours, court après lui. Un jour la main finira par marcher, les mains finissent toujours par marcher. Oh! Puis la cellule se scinde. Fait O, 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 O. Elle double, se dédouble, redouble le double du double. O, 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 O s'agite, se dérègle. L'identique courbe très légèrement. O est courbe. La cellule dévie, devient autre. Elle diffère d'un petit degré. Elle mute. Elle est mutante. Oh! Un jour, mutatis mutandis, cancer prendra le pas sur moi. Il prendra ma bouche, il prendra ma langue, il prendra mon anus, il prendra mes testicules, il prendra mon utérus, il prendra mes poumons, il aura mes yeux, il aura mon foie, il aura mon cœur, il aura ma peau. Ça prendra le temps que ça prendra, mais quand cancer m'aura bien serré dans ses bras, un ne fera plus deux, et deux fera zéro. Oh! Dans la reproduction sexuée, la cellule œuf ou zygote, du grec zygotos, joint, attelé, est le premier stade de la vie d'un individu. Or, les zygotos ont un comportement extravagant. Le jeune arroseur de l'arroseur arrosé de Louis Lumière, par exemple, est un drôle de zygoto. Oh! On sait que Max Planck, au cours d'une tournée de conférences en Allemagne, laissa discourir son chauffeur à sa place. Max Planck était-il un zygoto? Max Planck était allemand. Max Planck était musicien. Comme tous les Allemands, Max Planck hésitait entre la musique et la physique et la métaphysique. Un jour, Max Planck rencontra l'objet idéal des corps noirs. Pour comprendre le spectre de rayonnement des corps noirs, Max Planck forma l'hypothèse que toute modification se fait par saut. Oh! L'œuf du jour, l'œuf biologique, l'œuf fossile, l'œuf précieux, l'œuf mécanique, l'œuf philosophal, l'œuf métaphysique, le mystère de l'œuf et l'œuf de la fin des temps. Oh! Un œuf s'enlève comme l'océan à marée basse, mais les poissons aussi sentent comme des sexes. Dans la parodie de film Catastrophe, y a-t-il un pilote dans l'avion? Les passagers qui ont consommé du poisson se mettent subitement à pondre des œufs par la bouche. La bouche remplit alors l'office de l'oviducte. L'orifice de la bouche est alors rempli de l'œuf. La bouche prend alors la forme de l'œuf, car elle est remplie tout entière, car elle est grosse de l'œuf. Les lèvres restent alors serrées, les joues sont renflées, toute la bouche alors s'arrondit puis s'ouvre. Et alors, paf! C'est un œuf! Oh! Qui de l'œuf ou de la poule, de la grenouille ou du bœuf, des puces ou bien des extraterrestres, des anges ou des morts, du soleil ou de l'eau, de la bouche ou de l'œil. Oh!
Un œuf tout neuf et unique et parfait, neuf comme un œuf, tombé du ciel comme un œuf pur, aérien, terrestre, encore chaud d'avoir traversé les couches d'atmosphère entraînées par son poids, un œuf cru, chu, intouché et incassé, qui refroidit sous la glaire, l'œuf du nombril de l'univers, l'œuf en rotation, en formation, en son centre, en expansion, l'œuf du sexe. Oh! Il y a un jour et il y a une nuit. La nuit continue le jour. L'un passe dans l'autre par l'ouverture dans la limite. Le jour, à moitié nuit. La nuit, ôté du jour, ôté de la nuit qui le continue. Le jour est dans la nuit comme la nuit dans le jour. La source étant noire. Oh! Eau noire, la nuit des eaux, des plages, des neiges, des bois, des forêts, des plaines, des montagnes, des nuages, des airs. Eau noire, la nuit des campagnes, des villes, des fêtes, des bivouacs, des cinémas. Eau noire, la nuit du lit, de la grotte, de l'arbre, du tombeau, de la nuit. Eau noire, la nuit des morts vivants, des vampires, des étoiles, des mondes, des soucoupes volantes, des robots. Eau noire, la nuit des éphémères, des araignées, des vers, des taupes, des louves, des éléphantes, des baleines, des oiseaux. La nuit des nouveau-nés. Dormir numéro 1. Dormir prend le risque de mourir. On ne peut pas mourir autant de fois qu'on peut dormir. On peut mourir dans son sommeil, mais on ne meurt pas chaque fois que l'on s'endort. Une seule fois, on peut mourir dans son sommeil. Dormir est une activité, ou bien dormir est un acte. Dormir est une activité, ou bien dormir est un acte auquel certains êtres vivants se livrent tous les jours. Dormir est ainsi répété autant de fois qu'il y a de jours dans leur vie. Dormir est comme ressusciter, mais de son vivant. Chaque jour, on se réveille et on est en vie. Puis on dort, on s'endort, on va se coucher et on ferme les yeux. On ferme les yeux pour dormir, on ferme les yeux ou bien les yeux se ferment tout seuls. C'est une question. Chaque jour, on s'endort ou bien on se rendort, on se remet à dormir. C'est aussi une question. Dormir n'est jamais nouveau. Les bébés sont de gros dormeurs. Dormir est toujours comme pour l'éternité. Les bébés dorment. Dormir sonde, se souvient, est un oubli qui affabule. Les bébés dorment profondément, dorment en profondeur, dorment dans une eau profonde. Les bébés dorment depuis le ventre de leur mère. Les bébés dorment et puis un jour, ils sont réveillés. Dormir n'est jamais tout à fait, c'est toujours presque sur le point d'arriver, d'échapper, de retourner, de retrouver. Dormir, c'est toujours pour bientôt, ou bien dormir, ça vient toujours tout juste de se passer. Dans dormir, il y a une présence qui flotte dans une absence. Dormir tire à l'arc, vise un point. Dormir, point, et sur le point, il pointe une issue. Ne pas viser serait la clé. Bientôt, je dors. Je dormirai. Un jour ou l'autre, un jour peut-être, je dormirai. Je redormirai. Un jour peut-être. Je dors. On ne peut pas dire que l'on dort. On ne sait jamais si l'on dort. On ne peut pas le dire que l'on dort. Si l'on dort, on ne peut pas le dire. Dormir est entre les mains toutes puissantes de dormir, dans les bras, dans la gueule, dans le ventre, dans la digestion longue de boa de dormir. Quelqu'un qui n'a pas dormi depuis 2683 jours, il est très fatigué. Il est plus fatigué et abandonné qu'un naufragé sur une île déserte, ou encore qu'un nouveau venu
desséché au pays des morts. Je m'endors. Je crois que je m'endors. Je me vois m'endormir. Je rêve que je dors. Est-ce que je rêve? Dormir rôde à l'horizon. Dormir est imminent. Dormir flotte, est à peine une ombre, est un poisson furtif au fond de l'eau dans l'ombre. On n'attrape pas son ombre, ni on n'attrape pas non plus son reflet. Dans l'eau de dormir, il fait nuit à cause des yeux fermés et les yeux de l'intérieur s'ouvrent pour le jour qui se recrée. Dormir fait toujours des bruits d'ailes dans le noir. Le songe de dormir est toujours d'un oiseau affolé dans un tunnel. Dormir est dans un jardin obscur. Dans dormir, il y a l'idée d'une porte dérobée dont on ignore si elle est un trompe-l'œil, ou bien si la porte est ouverte, ou bien si la porte est fermée à clé. Dans dormir, il y a des statues qui s'animent dans notre dos dans un labyrinthe végétal. La fontaine de dormir jaillit au milieu du jardin. La source est sous la pierre. Dormir partage le jardin en deux. Dormir partage le monde connu en deux. Sépare hier de demain. Sépare au dehors ce qu'il en mêle en dedans. Dormir chiffre et déchiffre. Dormir sonde et dormir flotte. Dormir aussi très amplement. Dormir est contraire, dormir ferme, dormir sépare, dormir éloigne, dormir glisse, dormir est une effusion lente. Dormir confond les corps. Les images de dormir sont tremblantes, elles sont fragiles. Dormir verse son charme dans les yeux. L'être dormant dort, le corps plongé dans l'eau noire, il n'est pas mort. Dormir est une forme de présence et c'est aussi une forme de naissance. Dormir est une drogue et dormir est une visitation. Dormir et agir. Dormir et agir l'un dans l'autre. Dormir tisse. Parfois dormir défait et parfois dormir renoue. Parfois dormir démêle. Dormir tamise. Dormir s'ouvre. Dormir creuse. Dormir prend un bain brûlant, dort dans une baignoire, baigne dans des nuages de vapeur, a des grands yeux ronds de batracien derrière la vitre. Dormir est un mammifère marin. Dormir est chaud et familier. Dormir masse, dormir plane et dormir plante. Dormir pleut, dormir respire en vapeur, retombe en geyser. Dormir plonge dans une épaisseur. Dormir est dans une baleine. Les baleines rêvent-elles en nageant? Tous les vivants dorment-ils? Les hérissons, les langoustes, les drosophiles peuvent dormir, mais les plantes, les méduses se reposent, les anémones qui balancent, les éponges qui respirent. Faut-il un cerveau pour rêver? À quoi rêvent les libellules? On imagine mal les oiseaux ne pas rêver, mais les poulpes, qui ne sont pourtant que tête et pieds. Sans doute les baleines rêvent-elles à moitié en nageant. La conscience a sommeil. La conscience diminue et devient de la taille d'un objet petit au fond de l'eau, mais brillant, devient comme un souvenir, et les souvenirs échappent. Il flotte toujours un fond de dormir dans un être vivant. Dormir est le fond d'où le monde s'est détaché et où la conscience flotte. Le sommeil perpétuel, l'ensorcellement d'un sommeil éternel, la soif d'un tel sortilège comme ailleurs de la mort. La félicité de dormir, l'image même de la félicité, le visage de la félicité de dormir dans la mort. Dormir est un cycle de réincarnation, une chute en cascade dans la lessiveuse, dans le maelstrom de réincarnation. Dormir en rêve, savoir que l'on dort. Savoir que l'on dort soulage du poids. La mémoire fait partie de dormir. Dans le cycle des réincarnations, qui se souvient de ses vies serait libéré du sommeil. Dormir est incertain.
Dormir est insaisissable. Dormir brille, vacille, est un fanal dans un volume d'eau mais qui continue de brûler et qui demeure éloigné. Dormir indique une source, une ville engloutie, quelque animal archaïque, un poisson lampe. Dormir est à la poursuite d'un soleil caché. Dormir attend et reste et remonte. Dormir ressemble à un souvenir oublié. Dormir est évanescent, est tremblant, est brûlant, est nimbant. Le calme de dormir tremble, est papillonnant. Dormir transpire, dormir donne un bain. Dormir est mouillé, est aérien, est enterré. Dormir respire dans l'eau, respire et se consume sous la terre. Dormir est une charbonnière ou encore un magma. Le reflet de dormir brille au fond de la rivière. Dormir est peut-être le plus ancien. Merci beaucoup. Merci.